Bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. Je suis ravi de vous recevoir ce soir où j'ai le plaisir de recevoir Sébastien, Michel, où nous allons aborder le sujet sur comprendre les cartes de tarot. Alors, sans plus tarder, je lance mon générique et je vous dis à tout de suite. Bonsoir Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va. Alors, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation, tout simplement parce que je trouvais intéressant le sujet où tu parles comment fonctionnent les cartes de tarot, mais surtout le plus intriguant pour moi, c'est que tu l'utilises pour d'autres méthodes comme le coaching Oui. et autres. Et donc, est-ce que tu peux te présenter? Oui, la présentation la plus courte, c'est Sébastien Michel, professeur de tarot et d'astrologie. Et disons que pour faire légèrement plus détaillé, je suis un grand passionné de tarot parce que mon père en faisait. Donc, j'ai été initié au tarot extrêmement jeune. Et après, j'ai cheminé dans ma vie dans cette grande passion des arts divinatoires. Et effectivement, j'ai fini par faire évoluer aussi ma lecture, plus en termes de coaching, de conseils, visant à établir une stratégie gagnante. D'accord, ok. Justement, avant de commencer donc notre interview, je vais diffuser une courte vidéo. C'est une courte, elle dure presque 5 minutes, où justement on va parler un petit peu des grandes lignes, où justement tu abordais le sujet sur la pétresse, non, comment on dit, la prêtresse, non, papesse, Oui, oui. avec le fameux tableau donc sur la papesse. Donc on va mettre la petite vidéo et juste après on va pouvoir approfondir le sujet. Alors, je vous dis à tout de suite. Bon visionnage. On peut lire le tarot en fonction de plusieurs systèmes de lecture. Le tarot a des liens avec l'astrologie, avec l'alchimie, avec les lettres hébraïques, avec la numérologie. Bref, le tarot a des liens avec beaucoup de systèmes différents de lecture. Et un de ces systèmes-là qui permettent de comprendre le tarot, c'est ce qu'on appelle les règles picturales. Les règles picturales, c'est pas quelque chose qui est unique au tarot, le nom le dit, ce sont les règles de l'image. Donc, ce sont des règles qui s'appliquent autant à la peinture, à la photographie, au cinéma, au dessin. Dès qu'on retrouve une image qui est faite pour être regardée, les règles picturales classiques s'appliquent. Et qu'est-ce que sont les règles picturales classiques? Grosso modo, on va dire que lorsqu'on regarde une image, on va parler de la gauche de l'image et de la droite de l'image. Étant donné que c'est une image, il faut comprendre qu'on ne parle pas de sa gauche à elle ou de sa droite à elle. Une image est faite pour être regardée par un observateur. Donc, c'est la gauche de l'observateur qui regarde et la droite de l'observateur qui regarde. Et on va associer la gauche de l'image au passé, à un côté introspection et aussi à un côté passif. À l'inverse, la droite d'une image sera associée au futur, à un côté extraversion et à un côté actif. Le haut de l'image, étant donné qu'il se rapporte au ciel, va représenter un côté spirituel ou divin, et le bas de l'image, étant donné l'idée de la terre, va représenter le concret, la vie matérielle. Également, ce qu'on voit sur l'image a de l'importance. Lorsqu'il va y avoir un personnage qui apparaît sur une image, on va dire que la tête, l'orientation de la tête va nous parler de comment fonctionne son esprit ou sa pensée, son intellect. Et le corps en tant que tel va nous montrer s'il bouge ou non, donc est-ce qu'il performe une action ou non.
Ce sont des règles, comme je disais, qui peuvent permettre de lire n'importe quelle image, mais elles sont particulièrement intéressantes pour comprendre certaines symboliques, certaines significations du tarot. Prenons par exemple la carte de la papesse, la deuxième carte du tarot. Lorsque vous regardez la papesse, vous remarquez que sa tête regarde vers la gauche. On sait que la tête du personnage va représenter son esprit, sa pensée. Et donc, sa pensée regarde du côté de la gauche, sa pensée regarde vers le passé. Eh bien, si la pensée regarde vers le passé, on comprend que la papesse rumine des choses. Elle pense encore et toujours au passé. Et le côté ruminé, c'est un des aspects de la papesse. Également, si l'esprit de la papesse est tourné vers la gauche, c'est que c'est un esprit introspectif. Donc, la papesse est associée à l'idée de garder ses pensées vers l'intérieur d'elle-même, de garder son esprit vers l'intérieur d'elle-même. C'est pour ça qu'on dit que la papesse est secrète. Le secret, c'est un des symboles associés à la papesse. Finalement, si l'esprit de la papesse est tourné vers la gauche, il est tourné vers le côté passif. Et un esprit qui est passif, donc qui n'essaie pas d'avoir des idées, des projets et des pensées, mais même plutôt de les faire diminuer, c'est un principe qu'on connaît bien qui est associé à la méditation. Et effectivement, la papesse représente entre autres la méditation. Regardez maintenant le haut de la carte. Vous avez une lumière jaune qui part de la couronne de la papesse et qui s'en va vers le ciel, donc vers le spirituel et le divin. C'est pourquoi on associe la papesse au côté intuitif et aussi à un côté de ce qu'on pourrait appeler les sciences initiatiques, parce que la papesse représente le fait d'être connecté avec le divin ou d'être connecté avec quelque chose de plus grand que soi et d'en avoir une certaine illumination de manière tandis que le bas de la carte, rien ne se passe au bas de la carte, donc nous ne sommes pas dans le monde du concret ou de la vie matérielle. La papesse est assise, c'est donc qu'elle est immobile, qu'elle ne bouge pas, elle ne performe pas d'action. Et le côté immobile, rien ne bouge, ce sont, encore une fois, des concepts qui sont associés à la papesse. Très bonne explication. Une très ancienne vidéo. Oui, mais... Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais premièrement, j'aime pas beaucoup me voir en vidéo. Et quand c'est une très vieille vidéo avec un mauvais éclairage, un son assez moyen, c'est pire. Mais j'avais un peu plus de cheveux, par contre. Je te rassure, je suis exactement comme toi. Moi aussi, c'est très rare que j'aime bien me revoir en vidéo. Mais le sujet, quand même, il est super intéressant parce que tu expliques bien le sujet. Et c'est pour ça que j'ai pris ce court sujet pour justement aborder le thème de ce soir. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec une personne, justement, et tu vas peut-être m'éclaircir sur ce sujet. Quand tu expliques le côté gauche, c'est le passé, et le côté droit, c'est le futur, est-ce qu'on peut dire aussi que le côté gauche, on peut le représenter aussi par les démons, les forces démoniaques, et le côté droit, les anges et autres? Parce que moi, j'ai eu cette réflexion. Oui, en fait, la réponse est oui, mais on va être dans un code qui va être un peu plus précis. Et ce que je veux dire par là, c'est que les règles picturales, c'est quelque chose qui est, premièrement, commun à l'humanité entière, mais lorsqu'on parle de gauche versus droit, par contre, c'est quelque chose qui est occidental. D'ailleurs, à ce sujet-là, une anecdote qui m'avait bien fait rire à l'époque où est-ce que j'étais à l'université, on nous parlait de l'histoire des publicités. Et donc, on montrait, par exemple, qu'en Occident, quand on veut vendre de la lessive, eh bien, on va avoir à gauche une photo avec du linge qui est sale et à droite, le linge propre. Donc, on comprend cette idée qu'il était sale et dans le futur, il devient propre. Et la première fois que certaines marques de savon américaines ont été vendues dans les pays arabes, ils avaient laissé la même photo et il y avait une espèce de réaction assez négative parce que dans la culture arabe, on écrit
de droite à gauche. Et donc, Oui, il y a cette inversion du code des règles picturales. Donc, pour eux, c'était comme un peu s'il y avait inconsciemment cette impression que le linge était propre et que tout d'un coup, avec la lessive, il devient sale. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est commun à toute l'humanité, mais chaque culture pourrait inverser certains éléments. Chaque culture pourrait avoir des côtés spécifiques qui viennent de la culture dans laquelle la personne se trouve. Et donc, quand on parle de la gauche démoniaque et de la droite des anges, c'est effectivement un code qui existe, mais il est plus précis à la chrétienté. De façon générale, c'est surtout la chrétienté qui a développé cette idée de la gauche maléfique et de la droite qui est associée aux anges. Maintenant, du coup, comme le tarot a été en grande partie créé à l'intérieur de la culture chrétienne, je pense qu'on pourrait faire une certaine analogie avec ce code-là. d'accord, ok. Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, l'histoire des origines des cartes de tarot? On, on en connaît, mais il y a encore des débats. Il y a encore des débats. À peu près tous les historiens, là, il y a un assez large consensus que le tarot est né en Italie. Le tarot, quand je parle du tarot, je parle des arcanes majeures. Parce que l'histoire des cartes à jouer, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les arcanes mineures, ça, ce n'est pas occidental. C'est plus ancien. Certains disent origine arabe, d'autres parlent d'origine chinoise. Il y a un débat à ce niveau-là, mais on sait que les arcanes majeures apparaissent pour la première fois dans la culture italienne et qu'ils semblent être les premiers à avoir fait ça. Donc, on sait que les arcanes majeures sont essentiellement à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Mais après, D'accord, il y a encore un certain débat parce qu'il manque des éléments historiques. Il y a des jeux qui n'ont jamais été retrouvés et puis on en découvre toujours de nouveaux à chaque année. Donc, exactement quelle ville, à quel endroit exactement ça a commencé, là, il y a certains débats qui demeurent. d'accord. Et est-ce que on peut dire aussi, c'est peut-être pour cette raison qu'on ne peut pas déterminer avec précision, c'est parce qu'à l'époque, tu vois, les gens étaient nomades, donc ils traversaient d'un continent, une ville, un pays, d'un autre. Mais est-ce qu'on pourrait penser, peut-être imaginer, que ceux qui ont peut-être apporté les tarots en Europe, cela puisse être peut-être les Roms ou autres, parce qu'on sait que déjà à cette époque, eux, ils utilisaient déjà les cartes Oui, de cette partie de cette région, donc on peut penser peut-être que ça vient d'eux. ce n'est pas impossible. Ce que les recherches historiques tendent à montrer, c'est que le jeu de cartes, effectivement, arrive en Europe et il n'est pas européen du tout. Mais on n'a jamais recensé d'arcanes majeures, hein, du battleur jusqu'au fou. Donc, on n'a jamais recensé d'arcanes majeures avant la Renaissance italienne. Donc, c'est pour ça qu'où est-ce qu'on va souvent dire, les Roms, par exemple, effectivement, sont souvent crédités comme ayant apporté les cartes à jouer, mais le consensus historique serait que de ces cartes à jouer qui auraient, par exemple, pu être apportées par les Roms, de ces cartes à jouer, les Italiens auraient ajouté 22 cartes supplémentaires, 22 cartes d'atout. Et là, ensemble, il y a eu cette fusion de ce qu'on appellerait aujourd'hui le jeu de tarot complet, c'est-à-dire les 22 arcanes majeures, les 56 arcanes mineures. Donc, mais bon, en même temps, on n'a pas une preuve absolue. Comme je mentionnais, il y a des jeux qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. Alors, je pense que personne ne peut se prononcer à 100 sur quelle est l'origine et où est-ce qu'exactement les choses proviennent. D'accord, ok. Et justement, au niveau des cartes de tarot, euh, est-ce qu'ils ont un lien avec la divination? Oui, et ils en ont un depuis quand même assez longtemps. On a longtemps pensé que le tarot n'avait pas servi à la divination avant un personnage qui s'appelait Cour de Géblin et un personnage aussi, un Parisien dont l'anagramme avait donné Aliette. C'est-à-dire que le nom était Aliette et l'anagramme était là. Et puis, il existe d'ailleurs encore son jeu aujourd'hui. Et là, je ne me souviens plus de l'année exacte, mais on est probablement autour de 1850 environ. On a longtemps pensé que la divination avait commencé à ce moment-là, mais dans les dernières années, il y a des recherches historiques en Italie qui ont justement trouvé des manuscrits qui commençaient déjà à peine 20 ou 30 ans
après l'apparition des arcanes majeures. Déjà 20 ou 30 ans à peine, il y avait déjà des manuscrits où on disait ah, le battleur, ça symbolise ceci, l'amoureux amène un personnage dans votre vie. Donc, finalement, on se rend compte que la divination, il y en a toujours eu au moins un peu dès le début de l'invention du tarot. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, tu parles des arcanes majeures et arcanes mineures. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui. Les arcanes mineures, même si quelqu'un qui écoute actuellement l'entrevue, même si quelqu'un n'a jamais pris un jeu de tarot dans ses mains, les arcanes mineures, il les connaît. Au sens où les arcanes mineures, ce sont l'équivalent du jeu de cartes à jouer qu'on utilise encore aujourd'hui. On a 4 familles. Bon, dans la francophonie, on est habitué d'utiliser les cœurs, les piques, les carreaux et les trèfles. Ils vont d'1 à 10 et puis il y a un valet, il y a une dame, il y a il y a ce roi. Donc, les arcanes mineures, c'est un peu ça, mais avec un cavalier en plus. Donc, c'est pour ça qu'il y en a 56. C'est le jeu de 52 cartes qu'on connaît, plus 4 cavaliers. Après, chacun des pays ont eu des enseignes différentes. Entre autres, les Italiens qui ont beaucoup popularisé pour le jeu de tarot, ben, eux, ils avaient les bâtons, ils avaient les coupes. Donc, c'était ça plutôt que les piques ou les carreaux. Mais techniquement, quand on parle d'arcane mineur, on parle du jeu de cartes à jouer à peu près comme on le connaît aujourd'hui. Quand on parle d'arcane majeur, c'est cette espèce d'invention au moment de la Renaissance où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'on pouvait complexifier le jeu en y ajoutant 22 cartes d'atout et que ces cartes d'atout allaient être plus puissantes que les cartes à jouer régulières, que ce qu'on appelle les arcanes mineures. Elles allaient être plus puissantes, mais aussi entre elles, il y aurait aussi un rang, une hiérarchie. Donc, ça complexifiait le jeu, ça permettait de faire des paris, ça permettait d'avoir un jeu qui était encore plus intéressant. Et ces 22 cartes-là, elles sont numérotées, elles sont nommées, et à la différence des cartes à jouer telles qu'on les connaît, elles représentent des scènes. Elles ont vraiment des personnages avec un décor, avec des accessoires. Ce n'est pas uniquement le 5 de carreau, le 3 de cœur, le 2 de pique. Il y a vraiment un dessin avec un personnage, avec un décor, et elles sont au nombre de 22. D'accord, ok. Et donc, on peut dire quelque part, elles ont une signification bien spécifique à chaque carte. Oui, ben, à mon avis, oui. Maintenant, même quelqu'un, parce que quelquefois, il y a certains historiens qui contestent le fait qu'elles ont des significations. Certains historiens disent qu'elles ont seulement été dessinées dans le but de jouer, elles n'ont pas nécessairement une symbolique ésotérique. Je ne suis pas d'accord. Je crois que dans le dessin des cartes, il y a vraiment une symbolique ésotérique parce que à l'époque où elles ont été créées, on était dans le mouvement le plus fort du néoplatonisme, avec plein de références philosophiques et spirituelles, et à mon avis, elles sont dans les cartes. Mais même quelqu'un qui contesterait cette idée-là va admettre que c'est très, très simple d'y trouver une signification parce qu'on peut se fier au dessin. C'est certain que quand on voit l'arcane de la mort avec le squelette, sa faux, ben, c'est pas très difficile de commencer à parler de deuil, de transformation radicale, de tourner la page sur le passé, d'aller vers le futur. Donc, c'est pas comme regarder le 2 de pique ou le 3 de carreau, où est-ce que là, c'est un jeu un peu plus intellectuel pour arriver à trouver une signification ésotérique, parce qu'on pourrait se dire, ah, c'est le 3, donc le 3 a un symbole, le carreau, on l'associe peut-être à un élément comme le feu, l'air ou l'eau, mais il y a un jeu plus intellectuel, tandis que dans les cartes de tarot, dans les arcanes majeures, à cause de leurs personnages, de leurs scènes, n'importe qui peut regarder les cartes et arriver à comprendre très facilement ce qu'elles symbolisent. Tu vois ce que depuis, ça va faire à peu près 20 minutes que que nous sommes ensemble. Et quand tu parles, on sent déjà la passion que tu as des cartes. Et ça me touche beaucoup. Quand tu retransmets ce que tu dis et on le sent, tu les fais vivre. Et je suppose que c'est ton papa qui t'a transmis cette passion. Oui, exact. J'avais 13 ans au moment où il m'a offert son jeu de tarot. Donc, j'avais déjà commencé à m'intéresser aux cartes.
il le voyait, je manipulais son jeu, je regardais tout ça, donc ça m'intéressait. Mais pour mes 13 ans, il m'a légué son jeu de son vivant, il m'a légué son propre jeu de tarot. Et c'est là où j'ai commencé, effectivement, à faire du tarot. Donc oui, ça fait longtemps, presque d'aussi longtemps que je me souvienne. Quelquefois, d'ailleurs, entre autres pour les gens qui nous écoutent de France, la référence fait tout son sens. Je dis toujours que je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est vrai que c'est ma passion. C'est ma passion. Je fais partie des privilégiés dans la vie qui vivent de leur passion. Et donc, comme tout le monde, je prends des vacances. Ça me fait du bien, j'en ai besoin. J'ai besoin d'une vie personnelle, d'une vie de famille. Mais honnêtement, quand je pars en vacances, quand je reviens, je suis content de revenir au travail. Parce que je sais que je vais faire découvrir le tarot à des gens dans les salles de classe, dans les conférences. Et j'aime ça. J'aime vraiment faire ça. Est-ce que il y a quelqu'un qui va reprendre la relève? Pour l'instant, je dois dire non. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de successeur, j'ai pas d'héritier. Ça sera à voir, ça sera à voir, mais pour l'instant, il n'y a pas quelque chose qui se dessine dans ça. Donc pour l'instant, ça sera dans les livres et dans les formations qui pourraient me survivre nécessairement. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi d'autre de ta famille qui les utilise, les cartes, ou qui se sont déjà, vu que ton papa les utilisait, il a peut-être enseigné ou il a peut-être appris à un autre membre de la famille? Non, effectivement, je suis le seul dans la famille à avoir poursuivi cette utilisation-là. Donc, nécessairement, moi, j'ai souvent fait des tirages pour ma famille, faire des lectures pour des amis, pour de la famille, mais il n'y a pas d'autres membres de ma famille qui pratiquent, par exemple, le tarot ou l'astrologie. D'accord. Et ton épouse, parce que tu l'as connue, je suppose que tu étais déjà tombé dans la marmite. Oui, Est-ce que tu l'as, elle aussi, un petit peu initiée? par la force des choses, oui. Par la force des choses, parce que je crois qu'elle n'avait pas un intérêt plus grand que la curiosité. Beaucoup de gens ont une curiosité pour les arts divinatoires. Elle en avait une, mais j'ai jamais senti chez elle qu'il y avait nécessairement l'intérêt d'apprendre le tarot ou d'apprendre l'astrologie. Sauf que quand je dis par la force des choses, ben, ça me fait rire un peu, c'est parce que je donne des cours à partir de la maison. C'est-à-dire que la pièce où est-ce que je me trouve ici, c'est une pièce qui est dédiée à l'enseignement. J'ai toujours eu une pièce dédiée à l'enseignement, mais elle a toujours été chez moi. Ce qui fait que quand je donne des cours, ma conjointe est souvent pas très loin et elle entend. Alors, éventuellement, je me suis rendu compte qu'elle comprenait de plus en plus parce elle m'entend enseigner jour après jour. Et je me rends compte que des fois, elle répond des choses et puis elle a parfaitement assimilé. Elle a parfaitement assimilé simplement en entendant. Donc, ça me fait rire parce que finalement, elle a eu sa formation gratuite depuis, depuis des années. Euh, on va aussi un petit peu aborder en même temps le côté coaching, parce que je sais que tu fais du coaching en développement personnel avec les cartes de tarot et l'astrologie. Oui. Alors, justement, ma première question, comment l'utilisation du tarot peut-elle contribuer au coaching et au développement personnel? Oui. Euh, j'aurais envie de commencer par mentionner comment l'idée m'est venue parce que je pense que c'est révélateur de ce que peut faire le tarot. Quand j'ai appris le tarot, je l'ai appris de façon classique, divinatoire. Donc, quand j'ai donné mes premières consultations, je recevais vraiment des clients qui venaient me voir pour me dire, Sébastien, qu'est-ce qui va m'arriver pour moi cette année? Et à un certain moment, j'avais cette clientèle qui revenait me voir année après année. Et disons que un client vient me voir et disons, c'est un homme d'affaires et il me dit, bon, regarde dans les cartes comment va évoluer mon entreprise et les cartes montrent que ça va aller très, très mal parce qu'il n'arrive pas à renouveler sa clientèle et donc il s'en va vers une fermeture. Et j'ai un autre client qui revient, aussi un homme d'affaires qui me pose la même question et je lui dis encore la même chose. Je lui dis, il y a une difficulté à renouveler votre clientèle et vous allez vers une fermeture, vous allez vers une faillite. L'année suivante, quand les 2 clients revenaient, il y avait un client qui revenait en me disant: «Sébastien, tu es vraiment, vraiment bon, tu es excellent parce que tu as eu raison partout. Mon entreprise a effectivement fermé cette année parce que je renouvelais pas ma clientèle».
Et j'avais le deuxième client qui revenait pour me dire: «Sébastien, t'es bon, t'es excellent». Alors moi, dans ma tête, je me dis: «Son entreprise a fermé». Et il me dit: «Non, non, non, mais quand je suis sorti de la consultation, ça a été un peu un électrochoc, tu me disais que ça allait fermer, que j'arrivais pas à renouveler ma clientèle». Alors je me suis rendu compte que le tarot disait vrai et j'ai contacté une agence de pub. J'ai contacté une agence de marketing, de publicité, puis on a renversé la vapeur. On a renouvelé la clientèle et c'est ce type d'événements-là qui ont apporté à mon esprit cette notion que, OK, c'est tout n'est pas écrit. Le tarot est une projection du présent et il dit si les choses se maintiennent telles qu'elles sont, l'entreprise va vers une fermeture. Mais en même temps, il indique pourquoi l'entreprise va vers une fermeture. Alors peut-être que la personne peut changer les choses. Ça a ouvert la porte parce que la deuxième question qui m'est venue en tête, c'est de me dire si le tarot peut montrer qu'on s'en va vers une fermeture, s'il peut expliquer pourquoi on s'en va vers une fermeture, est-ce que le tarot, dans sa sagesse, ne pourrait pas aussi donner la solution? Et là, j'ai commencé à tirer les cartes avec les clients pour leur dire non seulement qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mais commencez à dire maintenant, vous allez aller chercher d'autres cartes. Et ce que vous allez demander au tarot, c'est plus l'avenir. L'avenir, vous la connaissez. Là, vous allez demander au tarot un conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter la fermeture? Et c'est là où j'ai vraiment entré dans l'idée du tarot de coaching, cette notion qu'on peut faire un tirage où on demande qu'est-ce qui s'en vient pour moi, mais on peut aussi faire un tirage au tarot en disant, tu sais, j'ai tel projet et tel souhait dans ma vie. Tarot, dis-moi comment je pourrais le réaliser. Donne-moi la stratégie gagnante pour y arriver. Et là, je traduis les cartes en termes de stratégie gagnante. Et ça peut être du développement personnel parce que on n'est pas, le souhait n'est pas toujours quelque chose de matériel et de concret comme une entreprise. Le souhait, ça peut être comment aller mieux, comment être plus heureux, comment être plus épanoui, comment en finir avec la déprime, avec l'anxiété. Donc là, il va y avoir aussi des conseils, des messages intérieurs. Pourquoi est-ce qu'on Ouais. se sent comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Mais c'est intéressant l'exemple que tu as pris parce que ça me fait penser, tu vois, c'est que un commercial, tu vois, il arrive dans une entreprise, il va démarcher une entreprise et tu as le fameux entonnoir comme ça. Donc il arrive en haut, donc il pose ses questions et il arrive à la fin, tu as tout le petit entonnoir qui arrive et à chaque étape, chaque palier, il enlève les objections, donc le client lui pose des questions, et il enlève les questions, et au fur et à mesure, paf, il élimine ce Oui, qui ne va pas, et à la fin, quand tu arrives tout en bas, et ben en fin de compte, tu gardes que les bonnes, et tu reprends ce que le client t'a dit, et tu lui dis, voilà, c'est ça, 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 et le client, à la fin, il te dit, oui, c'est ça. oui. Donc, c'est vraiment intéressant, hein. Et justement, comment, alors, en quoi l'intégration des cartes et surtout l'astrologie peut-elle enrichir les séances de coaching? Parce que elles vont apporter un point de vue qui n'est ni celui du client, ni celui du coach, entre guillemets. Au sens où, si je vais voir un coach demain matin, je vais me fier sur ses compétences pour pouvoir me guider. Et c'est bien. Bon, si je trouve le bon coach, il a des compétences et il va me le donner. Mais même le meilleur coach du monde est toujours quand même à l'intérieur d'un certain point de vue. Il est à l'intérieur d'une certaine expérience. Il se situe à l'intérieur de ce qu'il connaît et de ce qu'il a expérimenté. Donc, par définition, n'importe quel coach aura un côté limité à sa propre expérience de vie. Le tarot étant celui qui donne les conseils, le tarot peut donner des conseils qui sortent complètement de mon champ de compétences ou qui sortent complètement de mon champ d'expérience de vie. L'astrologie fait la même chose. Donc, je trouve intéressant parce que tout d'un coup, ce n'est plus moi qui conseille quelque chose, mais ce sont les cartes qui vont le conseiller. Et parce que ce sont les cartes, j'ai vraiment le sentiment que je peux orienter des gens vers beaucoup plus de variétés de solutions qu'auraient été celles que j'aurais uniquement réfléchi par moi-même. Les cartes me font voir des trucs parfois où est-ce que je me dis, c'est pas croyable,
des fois, je suis presque hésitant à donner le conseil au sens où je me dis ça sort de mon code de pensée ou de ce que moi j'aurais dit, mais je fais confiance au tarot. Le tarot le suggère, donc j'en parle avec le client. Et si le client est réceptif, ben, des fois, on est tous les 2 surpris d'aller dans une direction à laquelle on n'aurait jamais pensé par nous-mêmes et ça peut donner des résultats, qui sont fantastiques par la suite. Et, et justement, quand tu donnes des conseils en coaching avec les cartes de tarot, est-ce que ça peut être parasité aussi? Oui, oui, Et, certainement. juste, et comment tu fais pour éviter, justement pour éviter que ça soit parasité ou que tu vas essayer de donner une réponse les plus, on va dire, les plus adaptées ou les plus justes? Parce que forcément, quand tu vas donner une information au client, tu vas les donner avec ton propre ressenti. Oui. Oh oui, tout à fait. C'est un défi dans le tarot, qu'il soit de coaching ou divinatoire. C'est un défi tout court dans le tarot. Parce que c'est certain que il faut voir le tarot comme un art qui est à mi-chemin entre l'intellect et l'intuition. Au sens où les cartes du tarot, elles ont un code, elles ont des définitions. La structure d'un tirage de tarot a sa propre définition. Donc, il y a quelque chose d'intellectuel parce que si je veux faire du tarot, ben, je dois commencer par apprendre les mots-clés, les définitions des cartes et je dois commencer aussi par apprendre la structure des tirages. Ça, c'est la part intellectuelle. Mais quand on arrive en lecture, la part intuitive, c'est celle qui fait que, disons la carte du battleur, ben, j'ai peut-être appris 300 ou 400 mots-clés sur cette carte-là. Mais au moment de la consultation, il y a un mot-clé qui émerge plutôt qu'un autre. Il y en a un sur les 350 qui va arriver très spontanément et c'est celui-là que je vais utiliser. Ça, c'est la part intuitive. Et le côté parasitaire va être là. C'est qu'il faut faire attention de dire est-ce que c'est vraiment mon intuition qui a fait émerger ce mot-clé ou est-ce que c'est une préconception? Est-ce que c'est un préjugé que j'ai au fond en tête et qui fait que je vois ce mot-clé et que j'occulte les autres qui ne feraient pas mon bonheur ou qui ne correspondraient pas à mon code de valeur? Il y a pas un moyen absolu d'éviter ça. On est des êtres humains. On a tous notre manière de penser, on a tous notre esprit, donc c'est certain qu'on va être pris avec ce dilemme-là. Mais je pense que l'expérience et la bonne connaissance des mots-clés, l'expérience et la volonté d'en essayer plusieurs, de ne peut-être pas toujours se restreindre à un seul, et le dialogue avec la personne. Le dialogue avec la personne qui est devant nous, ça va être aussi très, très important parce que souvent, le client va dire quelque chose et hop, ça ouvre une porte. Et c'est là où est-ce que la vision classique du tarot ne me convient pas. Quand je dis la vision classique, c'est que les gens ont souvent l'impression que je vais voir un tarologue, je dois me taire. Je dois me taire parce que si je lui dis quelque chose, il va récupérer ce que je vais dire. Ben oui, le tarologue va récupérer ce que vous allez dire, comme le ferait un thérapeute, comme le ferait un coach, comme le ferait un avocat. Il y a personne à qui viendrait à l'idée d'aller voir son médecin pour lui dire: «Docteur, j'ai mal, mais je vous laisse deviner où». Faites 350 tests médicaux et vous devinerez bien un jour que c'était au genou que j'avais mal pour que je vienne vous voir aujourd'hui. Ben non, on ne fait pas ça. On va voir le médecin. On lui dit: «J'ai mal au genou», parce qu'on veut qu'il nous aide avec ça, mais on lui donne l'information. Et c'est la même chose avec un thérapeute. Et moi, je vois le tarot vraiment dans une notion de relation d'aide. C'est normal d'avoir un dialogue avec le client. C'est ce qui va permettre justement d'enlever peut-être une partie des parasites qui pourraient habiter, parce que là, si moi et le client on dialogue, on se, on se corrige l'un et l'autre. On a déjà un esprit plus ouvert parce qu'on est à deux. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comment tu fais pour adapter tes conseils, et justement, mais cette fois-ci avec l'astrologie. Oui, ben, en astrologie, il va y avoir deux grandes phases. Il y a ce qu'on appelle la carte du ciel de naissance, qui est le thème natal que l'on a, la position des planètes au moment où on est né. Ça, je vais vraiment le traduire comme plus. En astrologie classique, on va utiliser ce thème-là comme une description. On va dire à quelqu'un, vous êtes impatient ou vous avez un tempérament artistique. Et ce que je vais plutôt prendre pour acquis, c'est que le thème natal va représenter la mission de vie. Si je suis né avec par exemple, un tempérament artistique,
Ben, plutôt que de juste me dire: «Ah, c'est intéressant, ça me décrit, j'ai un tempérament artistique», je vais plutôt le prendre comme l'univers m'a doté d'aptitudes artistiques. Est-ce que je les développe ou est-ce que je les laisse de côté en faisant seulement des gribouillis à gauche et à droite alors que je suis né pour être un artiste? Donc, quand je vais prendre le thème natal de quelqu'un, je vais lui dire, peut-être vous êtes né pour être un artiste. Voilà votre mission de vie. Pas juste une description. Qu'est-ce que vous devez être et faire pour être épanoui, pour être heureux? Et après, en astrologie, on a le côté prévisionnel. Le prévisionnel, il y aura des planètes qui vont se déplacer dans le ciel à chaque année, qui vont venir nous impacter. Et là, ben, si on va voir un astrologue très classique, il va dire ah, cette année, vous avez un transit de Saturne, ça sera une année difficile où il y aura beaucoup d'obstacles. Bon, je vais me dire en quelque part, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle l'univers m'envoie ce transit de Saturne? Pourquoi est-ce que l'univers veut qu'il y ait comme une difficulté ou une plus grande lourdeur cette année? Et là, qu'est-ce que je vais faire avec le dialogue avec le client? C'est que des fois, je vais me rendre compte qu'en fait, le client, il y a cette espèce de montagne qu'il a envie de gravir, mais en même temps, cette montagne, elle lui fait peur. Il hésite toujours, il la remet toujours à plus tard. Et là, je me dis, voilà le transit de Saturne, cette lourdeur, la difficulté, ben, c'est l'année pour monter la montagne. Si vous gravissez cette montagne que vous essayez toujours un peu d'éviter, même si vous savez qu'elle serait bonne pour vous, après, ça sera un dossier réglé. Vous allez être content. Vous allez avoir une plus-value. Il y aura des effets positifs. Donc, je me questionne à savoir pourquoi est-ce que l'univers, au travers des planètes, m'enverrait ce type de défi. Qu'est-ce que ça peut me donner? Et plutôt que de l'éviter, je vais l'accepter et aller de l'avant et tenter de le réussir le plus possible. Ok. Et justement, comment tu as appris, qui t'a initié à l'astronomie, la numérologie et bah, le dernier, géomancie? Oui. Nécessairement, au niveau du tarot, j'ai parlé de mon père, qui a été le premier qui m'a initié. Mais éventuellement, quand j'ai pris une formation, je l'ai pris avec un homme qui s'appelle Chris Hadar, Hadar. Chris Hadar, c'est quelqu'un dans le milieu du tarot que vous allez quand même croiser. Là, les gens là, qui nous écoutent devraient le retrouver assez facilement. Il a écrit plusieurs best-sellers dans les années 80 et 90. Donc, Chris Hadar, il était à Montréal. Il donnait des formations en tarot et c'est avec lui que j'ai appris le tarot et la numérologie parce qu'il avait créé son système de numérologie à 22 nombres, une numérologie qui est basée sur le tarot. Donc, ça a été lui vraiment le professeur le plus influent pour la numérologie et le tarot. Quand j'ai appris l'astrologie, je l'ai appris essentiellement avec un Américain qui s'appelle Stephen Forrest, qu'on devrait aussi retrouver assez facilement parce qu'il a publié lui aussi beaucoup de best-sellers dans les 20 ou 30 dernières années. Et Stephen Forrest pratique justement une astrologie de coaching, donc c'est lui qui m'a initié à cette idée-là. Dans la géomancie, je suis essentiellement autodidacte. J'ai entendu parler de la géomancie dans un livre de Marie von Franz. Je trouvais que ça avait de l'air intéressant et mentionnait que c'était le plus vieil art divinatoire du monde, alors que moi, je le connaissais à peu près pas. Je me suis dit, comment c'est possible? Je suis un passionné des arts divinatoires. Ça serait le premier art divinatoire au monde et je ne le connais pas. Je me suis mis à m'intéresser à son histoire et c'est vraiment au travers plutôt des livres, des lectures que j'ai fait cette initiation. Ok. Et justement, comment s'effectue un tirage de cartes? Sur le plan technique, Les deux? les deux, ben, je veux dire, j'ai un tirage de cartes, j'ai mon jeu. On s'est parlé en début, on s'était parlé en début d'entrevue qu'on faisait cette différence entre arcane majeur et arcane mineur. Personnellement, je travaille uniquement avec les arcanes majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont cette scène avec le décor, les symboles, ceux qui ont vraiment les définitions imbriquées. Et alors, je vais prendre les 22 cartes et allons-y, par exemple, avec un tirage qui serait très, très simple. On a parlé de coaching, donc je vais rester dans la thématique de coaching. Imaginons que j'aurais un projet, je veux publier un nouveau livre l'année prochaine et je me demande qu'est-ce que je devrais faire pour que ça réussisse. Bon, je prends les 22 cartes, je vais les mélanger sur la table et je vais me concentrer à savoir, à dire au tarot, ben tarot, donne-moi des conseils. Quelle serait la meilleure stratégie pour que mon livre soit accepté par l'éditeur, qu'il y ait une publication, que le livre ait du succès, et cetera. Et je vais tirer, je pourrais par exemple tirer 3 cartes et les 3 cartes seraient essentiellement des cartes de conseil. Il y aurait une carte qui me dirait comment moi je dois agir. Qu'est-ce que moi je dois poser comme geste pour que ça fonctionne?
Il y aurait une deuxième carte qui pourrait me parler de l'éditeur idéal. Est-ce que c'est une maison d'édition en particulier ou est-ce que c'est l'auto-édition plutôt que l'édition traditionnelle? Donc, une espèce de carte qui serait l'éditeur idéal. Et il y aurait une troisième carte qui dirait, voilà le but à viser. Voilà ce vers quoi tu dois aller. Voilà le sujet final du livre ou la façon finale de réussir le livre. Et on regarde les cartes, on regarde les trois cartes une par une en, en essayant d'aller chercher les symboles. Qu'est-ce que la carte veut dire? Dans la vidéo d'introduction, il y avait cette papesse. La papesse, elle Oui, était immobile. Elle méditait. Ben, si c'est la papesse qui est la carte conseil pour moi, visiblement, selon le tarot, je ne dois pas me presser. Je dois plutôt prendre mon temps, je dois laisser maturer les choses, je dois laisser retomber la poussière. Peut-être que la papesse me dirait, Sébastien, ce n'est pas une course. Il vaut mieux être plus patient et plus connecté et plus spirituel et vraiment sentir que c'est le bon moment que de respecter un échéancier sur un calendrier. Le but va être que tu le ressentes et que tu aies laissé le temps aux choses de maturer. C'est essentiellement ça une lecture d'une carte de tarot. très belle explication, hein. Et justement, je vois souvent dans des tirages de cartes, ils font des tirages en croix. Qu'est-ce que ça Oui, signifie? la croix, en fait, une réutilisation d'un système symbolique qui vient de l'astrologie. Dans l'astrologie, il y a ce qu'on appelle dans la carte du ciel une croix qui est formée par l'ascendant, le descendant, le fond du ciel et le milieu du ciel. Ce sont quatre positions dans un thème natal. C'est un système qui est millénaire, deux, presque trois fois millénaire, donc très, très ancien. Et l'ascendant représente le natif, le descendant représente son milieu social, le fond du ciel représente ses origines et le milieu du ciel représente ce qu'il va atteindre dans cette vie-ci. Donc, les tarologues ont récupéré cette symbolique de la croix et ils se sont dit, je vais tirer une carte qui va remplacer l'ascendant. Ça va me parler de mon client. On va tirer une carte qui va remplacer le descendant. Elle va être à droite. Donc, le client est à gauche. Le descendant, la deuxième carte va être à droite. Donc, cette carte-là elle va représenter un peu les autres, le milieu extérieur. Est-ce qu'il y a des alliés? Est-ce qu'il y a des ennemis dans cette histoire? Le fond du ciel, qui était les origines, ben, ça va devenir le début, le passé. Et la quatrième carte qui va remplacer le milieu du ciel, qui était ce que la personne allait accomplir dans cette vie-ci, bien, ça va devenir le futur. Donc, c'est un code symbolique qui est utilisé parce que c'est très révélateur. J'ai une carte qui me parle de mon client, une carte qui me parle des autres, une carte qui parle du passé et une carte qui parle du futur. On couvre à peu près toutes les zones importantes pour pouvoir raconter une histoire. D'accord. Et justement, cette position au niveau du croix, en croix, est-ce qu'il y a justement cette façon de retourner la carte à un ordre bien précis? Je vais prendre un exemple. Est-ce que je peux retourner ma carte qui se trouve en haut ou en bas? Ou non, j'ai un ordre bien précis et je dois respecter cet ordre. C'est un choix personnel. Il y aurait pas une interdiction de tourner les cartes dans l'ordre que l'on veut. Personnellement, je respecte un ordre qui m'a semblé être le plus efficace pour arriver à construire mon histoire. Parce que c'est certain que l'art du tarot, c'est de tourner une carte, de l'interpréter, un peu comme j'ai fait avec la papesse tout à l'heure, mais c'est aussi après d'aller faire une synthèse avec la deuxième carte, une synthèse avec la troisième et une synthèse avec la quatrième. Alors, c'est un peu comme si je lis un roman. J'ai le droit d'aller lire n'importe quel chapitre en plein milieu, à la fin ou au début, mais si je le lis du début jusqu'à la fin, je vais peut-être avoir une meilleure compréhension de l'histoire parce que j'ai suivi cet ordre. Donc, moi, je privilégie le fait d'aller parler du client en premier parce que je veux comprendre quels sont ses désirs et ses craintes par rapport à la situation. Et j'aime bien aller en deuxième vers l'extérieur parce que je veux comprendre s'il a des alliés ou des ennemis face à lui. Et après, je me concentre sur le passé pour comprendre l'origine de l'histoire et je conclus avec le futur parce que là, ça va me permettre de bien comprendre la carte dans le futur puisque j'ai compris le passé et le présent. C'est l'ordre que je privilégie, mais ce n'est pas une loi absolue. D'accord, ok. Et justement, y a-t-il des symboles récurrents dans le jeu de cartes? Des, des symboles récurrents dans le sens où est-ce que dans une lecture, peut-être plusieurs cartes pourraient Oui, ramener à la même chose? oui,
Oui, oui, tout à fait, absolument. Il y a souvent plus qu'une carte qui va symboliser quelque chose de semblable et s'il y en a plusieurs qui se réunissent dans un tirage, ben, c'est un message d'autant plus fort. On parlait de cette papesse qui est très calme parce qu'elle était assise, elle regardait vers la gauche. Mais il y a des cartes aussi de calme, comme par exemple la carte de l'étoile qui va représenter une forme de sérénité. On va avoir cette ermite qui représente la recherche lente de quelque chose. Fait que c'est certain que si j'ai une papesse, j'ai un ermite, j'ai une étoile, c'est 3 cartes qui peuvent symboliser chacune à leur manière une forme de calme. Et donc là, il y a un symbole récurrent dans mon tirage. Il y a cette idée que mon client doit vraiment ralentir, qu'il doit se connecter à son monde intérieur. C'est vraiment, vraiment important. Il en a besoin. Alors oui, il y a des cartes qui peuvent se ressembler et des symboles qui peuvent revenir à ce moment-là. D'accord. Et justement, j'ai pu remarquer aussi, dans des tirages de cartes, qu'il y avait des cartes qui étaient à l'envers. Qu'est-ce Oui. que ça signifie? Voilà. C'est encore un choix personnel. On n'est pas obligé de travailler avec les cartes inversées. Moi, j'aime bien travailler avec les cartes inversées parce que euh, je n'ai pas vraiment de don de voyance ou de médiumnité. Le tarot que je pratique est vraiment un tarot qui est basé sur l'apprentissage du langage des cartes. Un peu comme on apprendrait une langue étrangère avec sa conjugaison, ben, j'apprends le langage du tarot. Donc, du coup, si, prenons la carte du battleur, par exemple, la première carte, carte numéro 1, elle symbolise souvent un point de départ, un démarrage. C'est la première carte, donc c'est logique. Bon, mais si mon client tire le battleur, je sais qu'il démarre quelque chose actuellement dans sa vie. Si j'étais doué de voyance ou de médiumnité, probablement que je pourrais ressentir instantanément si le démarrage se fait facilement ou difficilement. Mais si je n'ai pas ce don de médiumnité, le tarot pourrait me le dire avec la position endroit ou envers. Et c'est ça que je vais privilégier, c'est ce que je vais lui demander. Je vais lui dire, si mon client démarre quelque chose et que ça va bien, mets-moi le battleur à l'endroit. Si mon client démarre quelque chose et qu'il y a des difficultés, mets-moi le battleur inversé. Comme ça, moi, je vais pouvoir le savoir. Ça me permet de le décoder très, très facilement. Et après, quand on parle aussi de coaching, de conseil, ben, c'est de dire que dans une lecture, l'ensemble des cartes qui vont être inversées dans un tirage, je vais essayer de me poser la question en dialogue avec la personne. Je vais essayer de voir comment on pourrait les remettre à l'endroit. Parce que si on les Yes, remet à l'endroit, on vient de corriger. tout à fait. Est-ce que tu formes des personnes, justement, je crois que tu formes des personnes aux, aux cartes? Oui, oui, oui. En fait, c'est c'est devenu depuis plusieurs années, c'est devenu mon occupation principale. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour les formations. Il y a une dizaine d'années, je dirais que mon horaire était 70 consultation, 30 pour les cours. Actuellement, c'est 90 formation et 10 pour la consultation. Je n'ai même plus la possibilité de prendre de nouveaux clients pour la consultation parce que je n'arrive plus à répondre à la demande de ma clientèle existante parce qu'on me demande beaucoup pour les formations. Donc oui, je donne des formations en tarot, en astrologie, en numérologie, en géomancie. En fait, je fais ça presque à tous les jours. J'ai des cours à tous les jours. Et justement, peux-tu nous détailler, pas trop non plus, une journée type d'une formation que tu enseignes au niveau des tirages de cartes Oui, et puis l'astronomie, si tu veux bien? oui, c'est très simple. Les deux vont se ressembler de toute façon. Le choix que j'ai fait, c'est une formation qui s'échelonne sur plusieurs mois. Donc, j'y vais à raison de 2 heures par semaine parce que c'est important que les étudiants, ils aient le temps aussi de faire des tirages à la maison pour vraiment apprendre et laisser ancrer les informations. Donc, par exemple, si j'ai un groupe le mardi, eh bien, je pourrais recevoir ce groupe-là de 19 heures à 21 heures. Pendant 2 heures, là, on va faire des tirages de cartes, on va en interpréter ensemble, je vais donner des explications, comment ça fonctionne. Et puis, les étudiants vont partir avec un tirage interprété à la maison. Et on va se revoir le mardi suivant, toujours de 19 heures à 21 heures pour faire la correction de ça, répondre aux questions et on poursuit. Et l'astrologie fonctionne essentiellement de la même façon. Donc, habituellement, quand quelqu'un prend une formation, c'est 2 heures par semaine, à chaque semaine, pendant plusieurs mois, le temps qu'on assimile l'ensemble des informations. Ok. Et est-ce que tu as pu remarquer justement euh, de demandes au niveau de jeunes qui s'intéressent Oui. ou l'inverse des personnes plus âgées? Bien, ça a longtemps été des personnes plus âgées, mais depuis environ 5 ans,
la moyenne d'âge baisse beaucoup dans les salles de classe. À la télé québécoise, il y a quelques années, j'avais été invité à une émission télé qui s'appelle Banc public et le sujet était justement ça, c'est-à-dire qu'il y a une mode vraiment chez les milléniaux. Donc, il y a une mode chez les milléniaux pour le tarot et l'astrologie. Et j'avais fait une entrevue à l'époque où on me disait, mais combien vous avez de personnes qui ont en bas de 30 ans dans vos classes? Et j'avais peut-être une dizaine de personnes sur 20, 25, donc 10 personnes sur 25 à l'époque qui avaient moins de 30 ans. Alors que seulement quelques années auparavant, il n'y avait personne en bas de 30 ans. Et c'est un changement assez surprenant, assez drastique qui s'est passé. Et là, oui, c'est devenu très, très fréquent d'avoir des gens dans la vingtaine, au début de la trentaine, alors que pendant longtemps, c'était 50 ans en montant facilement pour l'intérêt. D'accord. Et c'est juste une pratique, juste cette pratique de la carte des tarots, où ils se sont intéressés aussi à l'astronomie, la numérologie, où c'est uniquement que les cartes. Je dirais que c'est surtout orienté vers le tarot et l'astrologie. Mais D'accord. l'astrologie aussi, c'est très, très fort. J'enseigne uniquement en français. Mais j'ai des collègues, j'ai des connaissances qui enseignent aux États-Unis et aux États-Unis, c'est encore plus fort que dans la francophonie. Au niveau astrologie, il y a des classes qui sont presque entièrement de gens qui ont moins de 30 ans dans la classe. Donc, je dirais que le tarot et l'astrologie attirent des personnes plus jeunes. Et puis, dans le monde anglophone, l'astrologie est même en avance à ce sujet-là. D'accord. C'est bien ça. Et Oui. le Canada, il se situe comment? Je pense qu'on est vraiment à l'intérieur, on est vraiment à l'intérieur de la francophonie. Bon, maintenant, le Canada, on a cette espèce de clivage des langues. C'est certain que le Québec parle français, le reste du Canada parle essentiellement en anglais. Alors là, il peut y avoir une certaine différence entre les deux. Quelquefois, quelquefois dans le pays où j'habite, on parle des deux grandes solitudes. Ce sont les deux grandes solitudes parce que les deux cultures existent, mais elles ne se parlent pas beaucoup. Je m'y connais nécessairement plus dans la culture francophone du Canada que dans la culture anglophone. Je peux dire que le Québec ressemble beaucoup, beaucoup à la France, à la Suisse, à la Belgique. Donc, il ressemble beaucoup à la francophonie. Mais de ce que j'entends comme écho dans le Canada anglais, c'est qu'ils ont quelque chose où ils sont un peu plus proches des Américains. Donc, ils ont un peu plus de popularité pour l'astrologie versus le tarot, alors que dans la francophonie, c'est l'inverse. Le tarot a tendance à être plus populaire que l'astrologie. Ok. Alors, Céline 69 te pose une question. À quoi peut être dû l'intérêt des jeunes personnes? C'est une bonne question, hein. Je n'ai pas une réponse absolue à faire. Mon impression, mon impression, elle est double. La première, les fameuses personnes de moins de 30 ans, je pense que c'est la première génération qui vivent presque exclusivement en dehors des pratiques, entre autres, de l'Église, des pratiques religieuses. Ou est-ce on est devenu une société qui est extrêmement laïque? Et je pense que c'est la première génération à y habiter complètement de ça. En tous les cas, je parle pour le Québec. Je ne connais pas exactement le système d'éducation français, mais au Québec, moi, j'ai quand même eu des cours de religion et ma première communion a été faite de concert avec l'école. C'était l'école qui nous amenait à l'église pour aller faire la première communion. Donc, j'ai vécu une époque où est-ce que la religion était beaucoup plus omniprésente dans la culture. Et là, c'est tombé. Donc, je pense que le fait que la religion se retire beaucoup, ça laisse un vide sur un plan spirituel, mystique. Et il y a ça. Et après, je pense que la nouvelle génération ont des angoisses et des anxiétés qui leur sont personnelles. Il y a beaucoup un discours dans les grands médias sur le réchauffement climatique, les catastrophes. On nous offre que des perspectives sombres, hein. Quand on écoute la télé, quand on lit les journaux, on n'a que des perspectives sombres. Donc, il peut y avoir quelque chose de déprimant et d'angoissant. Et je crois il peut y avoir aussi une recherche de réponse, une recherche de réconfort qui peut se faire au travers de l'astrologie, du tarot, en disant, OK, il y a un sens à ma vie, je peux me trouver, je peux être heureux, peu importe ce qu'on me raconte à gauche et à droite, que tout est en train de s'écrouler. Non, je peux faire une différence, je peux être heureux, je peux m'épanouir. Je crois qu'il y a ça. Je crois qu'il y a ça dans la recherche. Mais comme je mentionnais, je n'ai pas une réponse absolue. Ça reste un certain mystère. Oui. Et une autre bonne question.
Abderrahim Driss, ce changement est-il plutôt prometteur ou au contraire préoccupant? Pour moi, il est prometteur. J'imagine que des sceptiques, des sceptiques scientifico-rationnels vont dire que c'est préoccupant. Mais pour moi, je trouve que c'est prometteur parce que ça veut dire qu'on s'en va avec une génération qui peut à la fois utiliser ce que la science peut apporter, mais qui ne sont pas prêts à, à tout jeter. Ils ne sont pas prêts à laisser partir l'âme. Ils ne sont pas prêts à laisser partir le ressenti. Ils ne sont pas prêts à laisser partir le cœur. Je trouve intéressant d'être dans une société qui est, oui, très éduquée, avec l'apport de la science, avec l'apport de la logique, l'apport de la rationalité, mais de ne pas se dire qu'il n'y a que ça, qu'il reste encore un mystère, qu'il reste encore de la magie dans l'univers. Et pour moi, c'est ça que je trouve prometteur. C'est cette idée qu'on est capable de garder la magie de l'univers tout en étant dans un espace socioculturel qui est rationnel et qui a du progrès, qui a un progrès qui est scientifique et mécanique. Ok. Et justement, est-ce que les cartes de tarot, est-ce que ça peut servir en coaching pour de jeunes personnes qui sont, on peut dire, en situation de, comment je pourrais dire ça? Ils sont pas sûrs de. Est-ce que ça peut les aider aussi au niveau autonomie? Oui, Est-ce que ça peut les aider? je crois que oui. Autant le tarot que l'astrologie, je crois que oui, parce que déjà de révéler à quelqu'un sa mission de vie, c'est déjà de lui dire, tu as un sens. Ta vie a un sens. Tu n'es pas qu'un numéro. Tu n'es pas que quelqu'un qui va naître, vivre, respirer et mourir. Non, tu es quelqu'un que, qui a une raison à l'existence. Et ça, je pense que ça peut renforcer. Je pense que ça peut amener quelqu'un à se dire, OK, ça veut dire que j'ai des talents, j'ai des aptitudes, je dois les développer, j'ai quelque chose à faire, je peux apporter quelque chose. Et aussi, ça vient beaucoup enlever d'incertitude parce que ça nous révèle mieux qui on est. Et souvent, les problématiques, je crois, qu'on soit jeune ou non, une des grandes problématiques de l'angoisse existentielle, c'est de ne pas trop savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici et quelle direction prendre. Mais si le tarot et l'astrologie m'aident à savoir qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais ici et quelle direction prendre, ben ça m'aide beaucoup à me sentir pas mal plus solide, pas mal plus confiant et avancer et accomplir des choses qui vont me rendre fier. C'est un cercle vicieux, mais dans le bon sens du terme, parce que je vais accomplir des trucs parce que l'astrologie m'a motivé, que le tarot m'a motivé, mais quand j'accomplis des trucs, ben, je suis fier de moi. Donc, tout à coup, ça se replace, ça se repositionne. Après, on s'entend, le tarot et l'astrologie, ce n'est pas une panacée, là, c'est pas la pilule magique qui règle tout en 30 secondes. Je ne crois pas aux solutions miracles, mais c'est quelque chose qui peut vraiment accompagner. D'accord. Et justement, quel est ton point de vue par rapport à cette situation? Parce qu'on entend souvent, et j'ai entendu dire aussi, que de faire des tirages de cartes tous les jours n'était pas très bon. Mhm. Ça peut être vrai. Je dirais que ça peut être vrai au sens où si je me fais un tirage de cartes à tous les jours, je me pose comme question, est-ce que c'est parce que je suis en apprentissage? Et nécessairement, je suis en apprentissage du tarot, comme je pourrais être en apprentissage du piano. Ben, si j'apprends le piano, c'est normal que je fasse des gammes à tous les jours, parce que sinon, je n'apprendrai jamais le piano. Donc, est-ce que je me fais un tirage à tous les jours parce que je suis en apprentissage et que j'en ai besoin pour me solidifier? Ça, c'est OK, ça ne m'inquiète pas trop. Mais est-ce que je me fais un tirage à tous les jours parce que je suis incapable de savoir quelle marque de dentifrice je vais acheter et que j'ai besoin que le tarot me dise quel dentifrice j'ai besoin? Et là, on commence à entrer dans un danger de dépendance. Et il faut comprendre que le tarot, comme n'importe quoi d'autre, on peut y être dépendant. Il y a des personnalités qui ont tendance à être plus dépendantes que d'autres. Et on peut être dépendant à l'alcool, on peut être dépendant au tarot, on peut être dépendant à ces outils. Donc, c'est certain que je pense qu'il faut se poser comme question, est-ce que je fais des tirages à tous les jours parce que j'en ai absolument besoin pour calmer mon anxiété?
ou est-ce que je fais des tirages de tarot à tous les jours parce qu'il y a vraiment de bonnes raisons ou que j'aide des gens ou que je suis en apprentissage? Pour moi, ça serait ça. Ça serait cette vérification que je veux faire. OK. Et justement, quels conseils tu pourrais apporter ou donner aux personnes qui seraient dans cette situation? D'une forme de dépendance? Oui, C'est pas facile, hein? ouais, C'est au sens où c'est quelqu'un qui va devoir essayer de s'éloigner progressivement. Je pense qu'il va falloir appliquer, un peu cette méthode du retrait progressif. Il va falloir, par exemple, se donner des objectifs, se dire, par exemple: «J'ai au moins, 1 journée sur 2 où je ne fais pas du tout de tarot». Et par la suite, peut-être une journée, 2 jours sur 3 où est-ce que je pourrais ne pas faire de tarot. Je pense qu'il va falloir se désensibiliser parce que si je fais des tarots en permanence pour tout et pour rien, c'est peut-être parce que j'essaie de calmer mon anxiété avec ça. Donc, c'est un travail sur l'anxiété qui doit être fait. En réalité, si ce n'était pas le tarot, ça serait autre chose. Je pourrais prendre autre chose pour calmer mon anxiété. Le but va être de le reconnaître, de le conscientiser et de commencer à travailler sur l'anxiété parce que si je le fais, mon besoin de faire du tarot continuellement va diminuer. OK. Et justement, heu, est-ce que tu as pu, entendre ou oui, bah, je pense entendre, les s'il y avait des légendes et des mythes autour ou associés aux cartes des tarots? Ah oui, il y en a beaucoup. On a dit que peut-être que les cartes venaient de l'Atlantide, Oh, peut-être qu'ils venaient des extraterrestres. Il y a toutes sortes de mythes et légendes qui existent à propos du tarot. Et peut-être que la légende la plus, la, à la fois la plus tenace, mais aussi paradoxalement, la légende la plus importante pour le tarot. C'est cette idée qu'il était le dernier livre de la bibliothèque d'Alexandrie au moment où elle a brûlé en Égypte ancienne et qu'on a sauvé ce seul livre du grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est une légende qui existe à propos du tarot et donc elle confère au tarot quelque chose d'absolument sacré, quelque chose d'absolument incroyable. Le tarot serait le dépôt de toutes les connaissances de l'humanité au moment où la bibliothèque en Alexandrie brûle. Donc, c'est pas rien, ça serait toute la sagesse des anciens réunie dans 22 cartes. Et c'est une légende qui est tenace. Il y a pas d'éléments historiques qui l'appuient. On ne peut pas dire que c'est faux. Personne ne peut affirmer, hors de tout doute, que c'est faux, mais il n'y a aucun élément historique qui l'appuie. Et paradoxalement, cette légende, elle est la raison pour laquelle on discute aujourd'hui. Parce que le tarot, dans les années 1800, il était presque mort et oublié. C'était simplement un jeu de société et c'est un jeu de société qui n'était plus très, très apprécié par la culture française. Et il y a quelqu'un dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Cour de Géblin, qui a affirmé dans une encyclopédie que le tarot était ce dernier livre de la bibliothèque d'Alexandrie. Et tout le monde se sont précipités vers leur commode pour sortir le vieux jeu de tarot qui prenait la poussière. Et ils se sont dit, oh mon Dieu, c'est un objet magique. Et ça a relancé l'intérêt occulte pour le tarot. Et ça ne s'est jamais calmé depuis. Donc, c'est une légende qui est intéressante parce que je crois qu'elle est fausse. Mais même si elle est fausse, elle est très importante pour le fait qu'aujourd'hui, on fasse encore du tarot. Parce que s'il n'y avait pas eu cette légende, le tarot serait peut-être resté mort et enterré. Ouais, tout à fait, oui. Et justement, on va terminer par, des pratiques. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui choisiraient leur premier jeu de cartes? Je vais donner un conseil qui ne plaira peut-être pas à tout le monde et je vais expliquer pourquoi. Mon conseil serait d'aller vers un tarot de Marseille, un tarot qui est historique. Et je dis que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde parce qu'à première vue, le tarot de Marseille n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus moderne, il n'est pas le plus coloré, il n'a pas des symboles très à la mode sur les cartes. Mais la raison pour laquelle je l'utilise, je l'enseigne et je le conseille, surtout quand on débute, c'est que chaque carte a des définitions et les définitions sont presque toujours reliées à des éléments visuels.
Par exemple, sur la vidéo qu'on a vue en présentation avec la papesse, j'y montre que sur les tarots historiques, il y avait cette lumière jaune qui émane de la couronne et qui va vers le ciel et qui montre qu'elle est en communication directe Oui, avec le spirituel. C'est pour ça aussi qu'elle canalise, qu'elle est associée à la oui, médiumnité, à la canalisation spirituelle. Bon, mais maintenant, si je prends un tarot moderne et qu'il n'y a pas cet élément visuel, ça veut dire que je vais être obligé d'apprendre par cœur le lien entre la papesse et la canalisation, l'intuition et la spiritualité. Et à un certain moment, il y a une limite au par cœur. Il y a une limite à la mémorisation qu'un esprit peut faire. Si j'utilise un tarot qui a les bons codes, les codes originaux, c'est que là, quand je vais faire un tirage, même si j'ai oublié l'association entre la papesse et la canalisation, je vais voir la lumière jaune et je vais me dire, ah oui, c'est vrai, mon client reçoit des réponses actuellement. Donc, le côté du visuel me semble très important et le tarot de Marseille, il est celui qui est le plus proche du tarot historique, spirituel, et ses codes s'y retrouvent. on peut dire en quelque sorte que les cartes de tarot sont reliées à la spiritualité. Oui, tout à fait, D'accord. absolument. Je vais faire, je vais me faire une publicité. Mais bon, elle est gratuite. Sur ma chaîne, les gens pourront trouver une vidéo qui s'appelle «Le voyage de l'âme» et enfin, il y en a même 2. Donc il y a 2 vidéos, je pense que c'est presque 4 heures en tout et j'y explique d'ailleurs carte par carte, uniquement les notions spirituelles. On ne va pas vraiment dans le côté divinatoire, mais vraiment l'historique du tarot avec ses liens avec la spiritualité. Donc oui, le tarot est ancré très profondément à l'aspect spirituel. De toute façon, si les personnes y sont intéressées, en lien en dessous de la vidéo, vous trouverez, il y a ta chaîne YouTube et j'ai mis aussi ton site internet. Ah, merci. Euh, et, et après, quel conseil donnerais-tu à un débutant en lecture du tarot? Choisir une méthode qui lui convient au travers d'un livre, d'une chaîne ou carrément d'une formation si la personne veut tout de suite commencer avec une formation. Mais habituellement, je dirais que on peut trouver dans les livres et sur les chaînes YouTube, on peut trouver de l'information pour commencer gratuitement ou à très, très peu de frais. Mais mon conseil, c'est vraiment cette notion, c'est pas de dire venez me voir moi, c'est pas de ne pas aller voir quelqu'un d'autre, peu importe la méthode que l'étudiant choisit. Il doit s'y consacrer entièrement à cette méthode pendant à peu près une année sans aller chercher d'autres sources d'information ou de formation. Et la raison est que le tarot, c'est quelque chose qui s'intègre progressivement et où est-ce que pour pouvoir l'apprendre, il faut que chaque pierre soit posée à l'édifice au bon moment. Et il y a un très, très grand risque d'aller dans plein de directions et de générer une confusion qui fait que plutôt que d'avoir un édifice qui se construit par pierre, c'est un édifice qui s'écroule. Alors, peu importe la méthode qui est choisie, y rester pendant une année afin de construire cet édifice et qu'il soit solide. Et par la suite, d'autres sources d'enseignement vont devenir un enrichissement plutôt qu'une source de confusion. Elles vont devenir un enrichissement parce que les bases ont été établies de façon solide. L'erreur que j'ai moi-même commise et que beaucoup de gens commettent, c'est de se dire, je suis en train d'apprendre et je vais aller apprendre avec 3, 4, 5 sources, 10 sources différentes. Et finalement, on a cette impression que tout le monde se contredit et on n'avance plus d'un pas parce qu'on ne sait jamais si on est dans la bonne direction ou non. C'est ça. Et justement, quelles sont les erreurs courantes pour éviter dans les cartes? Oui, ben, nécessairement celle que je viens de Celle-ci, dire, hein, oui, d'aller à 10, oui, 10 sources différentes qui vont se contredire. Ça, c'est certain qu'on ne fait pas oui, ça. L'autre erreur, je pense, qui va se produire souvent quand on est en apprentissage du tarot, c'est le il y a déjà je crois que c'est Tony Robbins qui avait dit ça, mais je ne suis pas certain, mais il y a déjà quelqu'un qui a dit que les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en une année et à sous-estimer ce qu'ils peuvent faire sur 5 ans. Et c'est une citation qui est très, très intéressante parce que la plupart d'entre nous, on est comme ça. On se fixe des objectifs à court terme, on fixe des objectifs tellement hauts qu'on est incapable de les atteindre. Alors que si on s'était fixé les mêmes objectifs sur 5 ans, on les aurait tous atteints, on les aurait peut-être même dépassés. C'est intéressant cette idée qu'on surestime ce qu'on peut faire à court terme
et on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme. Et ça me fait penser à l'erreur la plus classique que je vois, c'est cette idée que quelqu'un commence le tarot et qu'il a l'impression que s'il n'est pas capable de lire un tirage entier au bout d'un mois, c'est qu'il n'est pas fait pour le tarot et la personne abandonne. Alors qu'il ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un de se dire si je ne suis pas capable de jouer une symphonie au piano dans un mois, c'est que je ne suis pas fait pour le piano. Tout le monde conçoit que le piano va prendre un certain temps avant de pouvoir jouer vraiment une mélodie. Le C'est tarot, c'est ça. la même chose. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Et il faut se donner le temps. Il ne faut pas se décourager dès le départ parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Tu as des fans. Oui, Meilleur professeur à mes yeux, honnête, sérieux oui. et pédagogue, Et je vois avec Sandrine. Merci, beaucoup Sandrine. d'humour. Et justement, quelles sont les controverses qui entourent les cartes de tarot? Je dirais que la controverse la plus grande, celle avec laquelle encore je dois faire attention, ça m'arrive moins souvent qu'avant, mais avec laquelle je suis confronté de temps en temps, c'est l'accusation de charlatanisme. Cette idée qu'aujourd'hui, là, tu sais, tu te souviens tout à l'heure, tu m'as dit que j'étais passionné, que ça se sentait. Bon, mais il y a des gens, des sceptiques, qui vont dire obligatoirement que je suis en train de jouer un rôle, que je suis ici aujourd'hui pour vous manipuler, tout le monde, que je suis un charlatan et que je fais ça, je n'y crois pas, je ne crois pas au tarot, mais je fais ça pour gagner ma vie. Ça, là, c'est le plus grand mythe et c'est le plus grand problème qui existe dans les préjugés envers l'ésotérisme. J'ai jamais croisé quelqu'un qui avait dit ah, je vais devenir riche avec le tarot, je vais devenir riche avec, avec l'astrologie. J'ai croisé des gens qui ont dit qu'ils allaient devenir riches en vendant des chèques en bois et des fausses actions et des manigances économiques, mais jamais quelqu'un qui a pensé qu'il allait devenir riche avec le tarot. Tous les gens que j'ai croisés dans le métier, étaient tous des gens qui étaient vraiment passionnés. C'était tous des gens qui aimaient vraiment ce qu'ils faisaient et pour qui c'est à la fois une mission de vie et une passion. Et je fais partie de ça. Malheureusement, l'accusation du charlatanisme est très, très, très difficile et les sceptiques ne comprennent pas comment ça peut être faux parce que pour eux, ils sont tellement convaincus que le tarot n'est pas vrai qu'ils croient que tout le monde est d'accord avec eux. Donc, si on fait du tarot, c'est qu'en quelque part, on manipule. Mais non, je crois au tarot, je l'ai vu fonctionner, je crois à l'astrologie, je la vois fonctionner jour après jour. Mais ça, vu de l'extérieur, quelquefois, c'est pas admis. Donc oui, il y a des accusations problématiques à ce niveau-là. Ouais. Et puis, bah, pour terminer, encore une dernière question. On a souvent tendance de parler de partie occulte. Oui, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? je pense que ça dépend de la pratique et des volontés de la personne qui utilise le tarot. J'ai pas tellement l'impression d'œuvrer dans l'occultisme au sens populaire du terme, c'est-à-dire que j'ai pas de pratique sombre, je suis pas en train d'essayer d'utiliser le tarot pour contrôler quelqu'un d'autre ou pour envoûter ou quoi que ce soit. J'utilise le tarot. Bon, il y a cette fameuse appellation de la magie blanche. Je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait utiliser cette idée, mais j'ai l'impression d'utiliser le tarot plus en forme de magie blanche, c'est-à-dire que quand je fais un tirage de tarot, c'est plutôt pour m'aider moi ou pour aider une autre personne, pour orienter la personne dans une direction qui est positive. J'ai pas cette impression d'avoir une influence néfaste avec le tarot sur quelqu'un. Mais après, on peut le faire. On peut utiliser les cartes du tarot et l'astrologie pour avoir une influence néfaste sur une autre personne. Soit dit en passant, on peut utiliser à peu près tout dans la vie pour avoir une influence néfaste sur une autre personne, pas juste le tarot. Oui. Écoute, Sébastien, on va arriver à un terme à notre enregistrement, notre vidéo. En général, je laisse le dernier mot de la fin à mon invité. Donc, je te laisse à toi aussi le dernier mot de la fin. Ben, le mot de la fin. Je, je crois profondément que le tarot, l'astrologie, la numérologie et la géomancie sont à la fois des arts qui sont divertissants, agréables, mais je pense aussi qu'ils servent à mieux s'aligner sur notre âme, à mieux s'aligner sur ce que nous sommes vraiment dans le monde intérieur et servent à nous révéler à nous-mêmes. Et dans ce sens-là, ben, ils peuvent nous accompagner, nous aider et nous guider. C'est ce que je souhaite à tout le monde,
d'utiliser les arts divinatoires dans cette philosophie de guidance personnelle pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes. En tout cas, l'enthousiasme que tu as à nous présenter le tarot, moi j'ai envie d'en voir encore plus. Parce que là, on a juste effleuré la partie des cartes de tarot, et je pense qu'on fera une autre interview sur ce sujet, mais on va y aller, on va décortiquer un petit peu plus le sujet, et parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu m'as apporté des réponses à des questions que je me posais, et c'est passionnant parce que ça se voit dans tes yeux que ça, quand tu parles, il y a des petites étoiles qui s'allument. Et moi, ça me fait plaisir, et je pense que oui, on fera une autre interview pour aborder un peu plus sur ce sujet. On pourra même parler de l'astronomie. On va couper la poire en deux parce que c'est vrai, c'est des choses qui sont intéressantes. Et moi, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui fait du coaching en plus avec les cartes de tarot. C'est encore mieux. Qui enseigne aussi comment avec des cartes de tarot, encore mieux. Donc moi, ça me fait plaisir. Je te dis à très bientôt. Tu restes encore quelques minutes avec moi. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous et à toutes. Passez un très bon week-end. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et bonne nuit. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.